période 2, on va ensemble s'approprier encore un peu de vocabulaire. On commence tranquillement à faire quelques calculs avec les vecteurs, entre autres, projection d'un vecteur. Donc, projection d'un vecteur, ça sera une façon de calculer, une façon de voir qu'est-ce qu'une projection d'un vecteur. Et éventuellement, dans le chapitre, ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle du travail. Un travail, c'est quoi? C'est lorsque je veux exercer une force sur un objet dans le but de le déplacer sur une certaine distance. Donc là, j'ai un travail à effectuer. Mais là-dedans, j'ai deux vecteurs. Hein? J'ai le vecteur qui représente la distance sur laquelle je veux déplacer mon objet. Prenons un exemple bien simple. Prenons le bureau qui est là. Si j'accroche une corde et je décide de tirer dans ce sens-ci, ben, je vais avoir un vecteur force, une force en kilojoules que je vais appliquer sur le bureau. Et je pourrais avoir un autre vecteur qui représente le déplacement que je veux faire. Je veux le déplacer de 10 mètres. Puis là, je pars. Bien là, les deux combinés ensemble vont me donner un travail. Puis on verra éventuellement comment on calcule ce travail-là. Et c'est quelque chose que vous allez avoir à faire en physique. OK? Mais avant ça, il y a des petites notions qu'on doit aller voir. Donc, on va y aller à la page 6. En fait, c'est 6 à 10 qu'on a à voir aujourd'hui. Ah, yes. Parfait. Vecteur particulier dans la façon de se comporter les uns par rapport aux autres. Premier vecteur particulier, c'est le vecteur nul. Lorsque je parle de vecteur nul, ben, en maths, ce qui est nul, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut 0. Donc, on pourrait tout de suite écrire ici, il est spécial car sa norme vaut 0. Point virgule, ses composantes sont quand je parle de composantes, déplacement horizontal, déplacement vertical, ben, ces composantes seront, d'après vous, 0, 0. J'en ai pas de vecteur. Ben, en fait, il est là. C'est un point. OK? On pourrait même dire que si je veux le noter sous la forme vectorielle, là, ça pourrait être le vecteur AA. On comprend à ce moment-là que mon point de départ, mon point d'arrivée, c'est le même. Donc, c'est un vecteur nul. Sa notation, je l'écris ici. Comme ça. Ça, c'est un vecteur nul. Vecteur unité maintenant. Donc, les vecteurs unités, ils sont spéciaux car vous en avez fait dans votre devoir. Ce sont des vecteurs. Leur norme est toujours égale à 1. Peu importe le vecteur unité, sa norme vaut 1. Je vous en donne 4 exemples. Entre autres, le vecteur U, 0, moins 1. Le vecteur V, moins 1, 0. Le vecteur I, 1, 0. Et le vecteur J, 0, 1. Vous les reconnaissez, ces vecteurs-là? C'est des petits vecteurs qui sont soit horizontaux ou verticaux. Il y en a qui vont soit vers la gauche, ou vers la droite, ou vers le haut, ou vers le bas. Je rouvre une parenthèse. Éventuellement, ces vecteurs-là, on va s'en servir pour représenter d'autres vecteurs. Exemple. Je vais juste regarder ça ici. Je vous donne un vecteur. Je vais essayer de vous le mettre pas trop grand.
Tiens, on prend ce vecteur-là, placé comme ça. Je préférerais peut-être prendre lui pour les fins de l'exemple. Tiens. Et ce que je vais faire, je vais vous représenter, juste là, le vecteur I et le vecteur J qu'on vient de prendre en note. Le vecteur I, c'était 1, 0. Donc, selon moi, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. 1, 0. Et le vecteur J, c'est le vecteur 0, 1. Quelque chose comme ça. Ces vecteurs-là, éventuellement, on va pouvoir s'en servir, OK, pour représenter ce vecteur-là ici. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, ben lui, là, ce vecteur-là, là, mettons, je leur donne des lettres, là, mettons le vecteur W, à l'aide de I et de J, je vais pouvoir dire, ben, ça m'en prend combien? Ça m'en prend 1, 2, 3. Puis là, lui, ça m'en prend 1. 2. Là, vous voyez le principe, là. 3. Puis là, ça m'en prend peut-être 3. 3,5 peut-être. Fait que là, je pourrais dire, en bout de piste, W, c'est la même affaire que 3I plus 3,5J. J'arrive au même point d'arrivée. Vous pouvez voir ça comme quelqu'un qui fait ce chemin-là, qui coupe à travers le bois, versus quelqu'un qui est obligé de faire ce chemin-là. Les deux arrivent à la même place. Et on aura des situations où, imaginons que ça ici, c'est un corridor aérien, mais qu'on nous indique qu'il est impossible de passer par ici. Il y a quelque chose de, mettons, un volcan qui est en éruption présentement, c'est impossible de passer par là. Vous êtes obligé d'emprunter des corridors représentés par I et par J. Bien, ça, c'est ce qu'on va appeler une combinaison linéaire. Comment on peut s'y prendre pour y arriver? On verra ça éventuellement. Donc, si je faisais la norme de ces vecteurs-là, ça me donnerait tout le temps 1. On est capable de voir que la norme de ce vecteur-là, c'est simple, c'est par Pythagore, ça se fait très bien. Comparaison entre des vecteurs. Comme je le disais tout à l'heure, les vecteurs, entre eux, peuvent avoir des particularités, des similitudes. On peut les classer. Premier type de vecteur, des vecteurs équipolants. Alors, des vecteurs équipolants, vous en avez deux exemples ici, le vecteur A et B. Et quand vous les regardez, il est assez évident de comprendre qu'est-ce qu'être équipolant. Vous pouvez l'écrire si vous voulez au côté. Équipolant, là, identique, congru. Tout est pareil. Et je vous rappelle qu'un vecteur transporte, en fait, contient trois informations. Il y a un sens, il y a une direction, et il y a une longueur qu'on appelle la norme. Le sens, c'est la pointe de la flèche qui me donne ça, et la direction, c'est l'inclinaison du support. Hein? Donc, ici, même norme, même direction, et même sens. Voilà pour les vecteurs équipolants. Je passe rapidement à l'autre parce que ça, c'est simple. Il y a également des vecteurs qu'on pourrait caractériser par l'opposé. Donc, des vecteurs opposés, vous avez encore deux exemples ici. C'est pas compliqué. Pour être opposé, la seule caractéristique qui n'est pas la même, c'est le sens. Mais ils doivent avoir la même direction, puis ils doivent avoir la même norme. C'est ce qui fait qu'ils sont opposés. Donc, même norme, même direction, sens contraire. Là, on va prendre le temps d'aller voir les composantes de ces vecteurs-là.
Plus on avance dans le chapitre, plus le concept de composante va être important. Il faudra travailler de plus en plus avec les composantes. Parce que c'est avec ça que je peux faire des calculs. Et je sais très bien qu'une composante, ça me parle à partir de maintenant. Si je vous dis le vecteur 1, 20, vous êtes capable de vous imaginer qu'est-ce qui se passe avec 1, 20. C'est quel genre de vecteur? Il est pas mal long, puis il est très incliné vers le haut. Le vecteur 1, 20. Qu'est-ce qui se passe avec les composantes de vecteurs qui sont opposés? Oui, monsieur. Ils sont opposés, donc tu peux m'en dire plus? OK. Puis ici, il y en a un que sa première composante est négative, puis la deuxième est positive. Qu'est-ce qui va se passer avec l'autre? Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est on change le signe des composantes. Et pour vous le faire voir, ben, je pourrais ici partir de celui-là et de tenter de sortir, ça pourrait être quoi, admettons, ces composantes. Pour sortir les composantes d'un vecteur, je parle de son origine. Imaginons 1, 2, 3, 1. Donc, lui, je pourrais dire c'est 3, 1. Alors que son opposé, il faut que je parte d'ici. Je n'ai pas le choix. Je m'en vais par là, donc 1, 2, 3, 1. Mais j'ai fait 3 comme ça, c'est moins 3. Je suis descendu de 1. J'ai fait moins 3, moins 1. Et là, ben, ça vient confirmer. Tristan, ton nom? Joël. Ça vient confirmer ce que Joël... maintenant, je vais tomber là-dessus. Là. Okay. Ça vient confirmer ce que Joël disait. On change les signes. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on écrit au niveau des composantes? Former des nombres opposés. Exemple. Si j'ai le vecteur A et que ses composantes sont 3, 1, alors, regardez bien ça, moins A, je note son opposé, c'est moins 3, moins 1. Excellent. Au niveau de la description, l'opposé de A est moins A et l'opposé de AB, parce que c'est une autre façon de nommer les vecteurs. Hein. On se souvient que je peux les nommer par départ-arrivée. Ça va être BA. Excellent. Voilà. On poursuit. Il n'y a pas de moins parce que je comprends ici que j'ai fait B. J'ai fait ici A vers B. Ça veut dire que ça va faire B vers A. Donc, ça vient de comprendre que je viens juste de changer le sens. Vecteur collinéaire. Vous avez ici un exemple de 3 vecteurs collinéaires. On peut l'écrire ici. A, B et C sont collinéaires. Brillant comme vous êtes, vous êtes quand même de constater que ça demande quoi pour être collinéaire? En parallèle. Parallèle. Good. Collinéaire. Ils sont parallèles. Jessica, s'ils sont parallèles, même, hein, on a une ventriloque dans la classe, c'est bon. Même direction.
que la direction, c'est ce qui me donne l'inclinaison. Donc, si j'ai deux vecteurs qui ont la même direction, c'est sûr qu'ils sont parallèles. Excellent. Bon, là, on vient de voir trois catégories de vecteurs particuliers. J'appelle ça des vecteurs spéciaux. Mais la plupart des vecteurs qu'on va avoir n'auront pas nécessairement ces caractéristiques-là. Hein, dans la situation de vie de tous les jours, si j'ai un véhicule qui roule dans une certaine direction, qui a un vent, le vent, il y a peu de chances qu'il soit parallèle à ta direction, qui a en plus l'attraction, qui a la friction, c'est plein de composantes qui sont linéairement indépendantes. OK? Alors, être linéairement indépendante, pas parallèle, il n'y a rien de particulier. On peut dire, dans le cas des droites que vous connaissez, elles sont tout simplement séquentes, ils se coupent. Pas la même direction. C'est tout ce que ça prend. Dès que tu as ça, c'est linéairement indépendant. Vecteurs orthogonaux maintenant. OK. Ça, c'est des vecteurs qui sont particuliers. J'en ai mis deux ici. Des cas typiques. Un vecteur vertical, un vecteur horizontal. C'est clair que ces deux vecteurs-là se croisent à 90 degrés. C'est ça, être orthogonaux. OK? On pourrait dire que leur support sont perpendiculaires. Si vous voulez, 90 degrés. Et en maths, il existe une façon de représenter ça. C'est ce petit icône-là. Là, tout à l'heure, je vous ai demandé, opposé, rapidement, il y en a qui ont vu la game et qui se sont dit, ben c'est facile, je change des signes. Ce serait intéressant d'aller voir avec les composantes de vecteurs orthogonaux ce qui se passe. Là, il y en a qui sont en train d'imaginer. Rien de mieux que de l'essayer géométriquement, puis après ça, on fera des constats ensemble. Donc, juste à me suivre. Je m'en viens ici. Ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, OK, on a un plan cartésien. Puis là, je vais aller dessiner là-dedans un premier vecteur. Puis, à partir de ce vecteur-là, je vais en dessiner d'autres qui, j'espère, seront orthogonaux pour qu'on puisse constater ce qui se passe. Je vais partir d'ici. OK. J'ai mis lui. Je vais en faire un autre. « 90 degrés. Je vais en faire un autre. Aussi. Lui aussi, il est perpendiculaire. Je vais en faire un dernier. Donnez-moi 30 secondes.
Hey, qu'est-ce qui se passe avec mon affaire? 2, 4, 5, 2, 4. Pourquoi ça fait ça? OK, c'est bon. C'est moi qui étais dans les patates. Bon, là, ce qu'on va faire ensemble, imaginons le vecteur rouge, le bleu, le vert et le jaune caca. Donc, le rouge, le bleu, le vecteur vert et l'autre. Je donne le premier. Donc, le premier, c'est composante. Moins 4, 6. Daphné, es-tu capable de voir les composantes de celui-là qui est en bleu? Oui, parfait. 6, 4. Celui-là qui est cette couleur-ci, Philippe. Super. Et lui en vert, je vous le donne. Je vous le donne. OK. On est conscient, là, ils sont tous à 90 degrés. Là, j'ai fait exprès, j'en ai pris là, qui sont un peu plus inclinés. Parce qu'il faut voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui voient ce qui se passe. Vous pouvez lever la main, ceux qui voient, là. Je vais en choisir. Jessica? C'est ça, Jessica? OK. 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 Est-ce que j'aurais pu faire plus que le double? J'aurais pu faire moins que le double? OK. Bon, là, tu as dit tes inverses. Qu'est-ce que tu as dit après? Et lequel? Ben, mettons, là, du rouge aller au bleu. C'est vrai, ce que tu dis, on les a inversés. On a changé le signe de lui. Alors que de là à là, est-ce que je les ai encore inversés? Est-ce que j'ai changé le signe de un des deux? Du premier, alors que là, c'était le deuxième. Mais ça marche-tu pareil? Oui. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il faut inverser les couples. Et on a le choix, bonne nouvelle, on a le choix de changer le signe de un des deux. Et je peux même, hein, le vert, là, c'était volontaire, je peux même multiplier par n'importe quel nombre. Je peux multiplier par 2, par 3, par 4. Je peux multiplier par 1,5. Je peux multiplier par une demi, par un tiers, par un quart. À ce moment-là, il va ratisser. Donc, je peux faire des multiples de ces nombres-là. Et je vais toujours être perpendiculaire. C'est bon? Donc, on va écrire ça. Ça veut dire que, première des choses, les composantes sont permutées. On a aussi convenu que une des deux, à notre choix bien sûr, est l'opposé. Et finalement, les composantes peuvent être des multiples. Et ça fonctionne tout le temps. Je vais tout de suite aller faire l'exemple. Puis je reviens sur base orthonormée. Donc, un exemple, parce que là, on le fait ensemble, juste pour être certain qu'on se souvienne un petit peu c'était quoi. Si le vecteur A, c'est 2, 4. Alors, si le vecteur A, c'est 2, 4, alors, le vecteur
orthogonale B serait moins 4, 2. Ou, ça aurait pu aussi être 4, moins 2. Ou, 8, 4. Ou, 400, moins 200. Puis là, ben, nommez-les toutes. Ça va? Et quand on parle de base orthonormée, oui, Daphné? Ah! Trop fort. Merci. Pour ceux qui écoutent la vidéo, c'était un commentaire de Daphné Lescope. Base orthonormée. Ça me prend, tout à l'heure, j'ai pris le vecteur I, le vecteur J, qui étaient des bases pour exprimer un autre vecteur. Bon, on dira qu'ils sont orthonormés. Pourquoi? Parce que I est comme ça, J est comme ça, sont orthogonales. Donc, on dira que c'est formé des vecteurs unitaires I et J. OK, on reprend tout ça. On va voir si on a bien compris. Je vais vous donner à la page suivante différents vecteurs qu'on a dans le plan cartésien. Ben, en fait, c'est plus dans l'espace ici. Puis là, il faut les classer ensemble, selon les 4 types qu'on vient de voir. Les équivalents, les opposés, les colinéaires et les orthogonaux. À ne pas faire en mathématiques, dire ces deux-là ont de l'air. Ils ont de l'air. Non. Il faut s'appuyer sur des faits. Donc là, ici, ce que je peux faire dans un premier temps, un peu comme dans des triangles, des fois, déduire des mesures pour pouvoir tirer des conclusions. Alors ici, si je veux tirer quelques conclusions, si je prends le premier qui est là, ben j'ai 326 degrés comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on va parler éventuellement d'orientation d'un vecteur. Vous pouvez toujours vous imaginer que c'est comme sur l'horloge, et le vecteur, là, à son point initial, pointe toujours vers écart. Ça, il est à 0 degré quand il est là. Ou si vous voulez, il pointe à l'est. Puis, on se présente toujours dans le sens anti-horaire. Puis, il se déplace comme ça. Donc, c'est pour ça que le vecteur qui est ici, on dit qu'il est orienté de 326 degrés. On comprend qu'il est parti de là et il a fait presque un tour complet. Un tour complet, 360 degrés. Donc, j'en déduis que par rapport à l'horizontale, il me reste ici 34 degrés. Pourquoi je fais ça? Je veux les comparer entre eux. Donc, je vais aller sortir des valeurs qui me manquent pour savoir, sont-ils parallèles, sont-ils perpendiculaires, ainsi de suite. De la même manière, lui ici, là, je vais me tirer des axes, je vais poursuivre des axes comme ça, imaginaires, pour voir, je suis capable de sortir des orientations, de sortir des degrés. Ce que je viens de faire là, ben, je viens de faire en sorte que ça ici, ça vaut 180. On me donnait 146. Il manque encore 34 degrés ici. Ben là, ça c'est solide. Là, je suis capable de dire, ça c'est clair que ces deux-là sont parallèles. Je m'en servirai tout à l'heure. De la même manière, lui ici, j'ai encore 34 qui est là. Il ressemble étrangement à mon premier. Si je regarde celui-là ici, lui aussi, il ressemble étrangement au deuxième. Il me reste ici 34 degrés pour la même raison que tout à l'heure. Puis, le dernier, ben, j'ai le goût de tirer une ligne comme ça ici. Pour constater quoi? Pour constater que si je sais qu'ici, il y a 180 degrés de fait,
et que total, j'ai 236 degrés, ça veut dire qu'il devrait me rester 56 degrés ici. Quand j'ai 26 degrés, je vais vous faire voir quelque chose, une application de ce qu'on est en train de faire là. Imaginons ce petit vecteur-là qui est ici. Lui. Ce vecteur-là, on sait que peu importe où ce qu'il est dans l'espace, c'est le même. Donc, je pourrais le prendre, l'emmener ici, pour me poser la question. Ah, ils ont de l'air. Ils ont de l'air orthogonal, perpendiculaire. Le sont-ils? Ben, je vais ramener de l'info. Je savais que lui était par rapport à l'horizon de 34 degrés. Donc, je m'en viens ici. Ça, je sais que c'est 34 degrés. Puis là, j'en vois plein dans la classe qui se disent, ben ouais, c'est sûr. C'est perpendiculaire, cette affaire-là. C'est clair qu'ils sont perpendiculaires ici. Pourquoi? Voilà, voilà. J'ai ici encore 180 degrés. 34, 56, ça fait 90. Donc, il me reste 90 pour compléter 180. OK. Là, ça, c'est un genre de travail préparatoire que vous auriez à faire pour, après ça, compléter le tableau. Donc, si je veux compléter le tableau, on veut les équivalents. Équivalents, si je retourne voir la définition, c'est ceux qui sont congrus, identiques. Même norme, même direction, même sens. Ici, c'est pas vraiment compliqué, on a juste deux qui font ça. C'est le EF et le AB. On les voit? Donc, ici, le vecteur équivalent, EF et AB. C'est les seuls. Vecteur opposé. On se souvient, opposé, c'est juste le sens qui change. Lui ici, il a la même norme que lui, même orientation, en fait, même direction, si on veut, et c'est la flèche qui change. Donc, ces deux-là le sont, et par la bande, puisque ces deux-là étaient identiques, c'est clair que lui puis lui aussi seront opposés. Alors, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire AB et GH. Je ne peux pas l'appeler HG, hein, parce que j'y vais toujours de l'origine vers l'extrémité. Et il y a aussi EF et GH. Excellent. Vecteur colinéaire, là, vous voyez un petit peu plus le travail qu'on a fait en amont, à quoi ça sert. Vecteur colinéaire, on a dit tantôt, ils doivent être parallèles, même direction. On en a 4 qu'on a pu voir qu'ils ont tous une orientation de 34 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, je les énumère tout simplement. Donc, AB, CD, EF et GH. Ça, c'est 4 vecteurs qui, entre eux, sont parallèles, donc colinéaires. Et on a terminé, on l'a sous les yeux juste en haut de la page, on a terminé tout à l'heure en réussissant à prouver que le vecteur qu'on a descendu, le petit vecteur noir, était perpendiculaire au vecteur IJ. Ça, ce vecteur-là qu'on a emmené là, c'était le vecteur EF. Mais puisque EF, CD, AB et GH sont parallèles entre eux, on peut aussi dire qu'ils seront tous orthogonales à celle-là. Donc, on va l'écrire comme ça ici. Je vais dire AB, CD, EF et GH sont orthogonaux à IJ. Des questions jusqu'à maintenant? C'est clair? Parfait. On arrive à le concept de projection d'un vecteur, ce que j'expliquais en début de période.
Là, ici, comme j'ai déjà mentionné, ce que vous avez en bleu pâle ou en gris pâle sur votre feuille, c'est ce qui aurait dû être pris en note. Donc, on y porte une attention particulière à mettre en marqueur, peu importe, organisez vos notes de cours comme vous voulez. Ce que je vais faire avec vous, on va le lire. Je vais tenter de l'illustrer sur la figure qui est à côté. Puis on va le décortiquer, cette définition-là. Donc, la projection. Qu'est-ce que la projection d'un vecteur? On me dit, la projection d'un vecteur AB sur une droite D passant par l'origine A de AB est le vecteur AB'. Bon, on va aller voir ça pour commencer. Je reprends. On me dit, le vecteur AB. On a un vecteur AB. Sa projection sur une droite. Remarquez qu'on nous donne ici une droite, la droite D. Bien, faire sa projection, c'est comme d'envoyer son ombre sur la droite. Et ça va nous donner un vecteur. Ça va nous donner le vecteur A, B'. Et ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Ce point B'-là, on nous dit dans la définition que c'est le projeté orthogonal sur la droite D. Ça veut dire quoi, sans d'autres mots? Ça veut dire que quand tu vas prendre ton point B ici et que tu vas vouloir faire sa projection, tu n'as pas le choix. Il faut que tu descendes ici à angle droit sur ta droite D. C'est un peu comme si je prenais une lampe de poche et je projetais de la lumière de ce vecteur-là comme ça. Ce que j'aurais comme ombre, ça serait le bout qui est ici, à condition que je sois perpendiculaire à la droite. C'est ça qui va se passer. Ce vecteur-là ici, le vecteur AB', le vecteur AB', c'est ça qu'on appelle la projection orthogonale de AB, du vecteur AB, sur la droite D. Voilà. Maintenant, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est quand on connaît ce vecteur-là qui va être la représentation d'une force, d'une vitesse, peu importe, et qu'on a besoin de sa projection pour calculer, exemple, un travail, comment on va faire pour avoir sa norme, la norme de lui? C'est ce que je vous montre ici. Deux exemples. Donc là, ici, on me dit, voici AB. Il y a une information que vous n'avez pas que je vais vous donner. Imaginons que AB, c'est un vecteur de 12 décimètres. Il est orienté de 20 degrés par rapport à la droite D. Eh bien, là-dedans, on l'a dessiné pour nous. On a le vecteur A, B'. Ça, c'est mon vecteur A, B'. Ce vecteur-là, là, c'est la projection orthogonale de AB sur la droite D. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, pour calculer la norme du vecteur A, B', obtenue par la projection du vecteur AB sur la droite D, eh bien, comment je calcule ça, selon vous? On a vu ça ensemble. J'ai vu cette longueur-là avec les infos que j'ai. Joël? Pythagore? Sin? Cos? Tan? Sokotawa? C'est tout ça, mais il faut choisir le bon. Mais moi, ici, je vous suggère cos. Mais le sin, on pourrait le faire. Mais le sin, ça va me demander une étape de plus. Il faudrait que je vienne déduire la mesure de l'angle B ici. Mais si je suis ici, à l'angle de 20 degrés, ça, c'est l'adjacent. Et l'hypoténuse, je le connais, c'est 12. Donc, je préfère y aller directement avec le cos. Donc, je dirais que le cos de 20, par définition, c'est adjacent. Donc, c'est la norme de A
B' sur l'hypoténuse qui vaut 12 ici. Donc, la norme de AB', ça sera 12 fois le cos de 20. Je l'ai calculé pour vous, 11,28 décimètres. Et il nous reste un exemple qu'on va aller voir ensemble pour terminer la période. Il vous restera une dizaine de minutes pour commencer vos exercices. S'il y en a qui ont des questions, viendrez me voir. C'est l'exemple 2 qui est ici. Donc là, bien sûr, on me donne le vecteur V, on me donne son orientation, on me donne aussi une droite D, et on a aussi son orientation, la droite D. La question première représente la projection orthogonale de V sur la droite D. Ça va arriver souvent. Il faut que tu prennes le temps de la représenter. Donc ça veut dire que V, si je représentais ça sur la droite D, première des choses, son extrémité, je dois l'envoyer perpendiculairement sur la droite. Perpendiculairement sur la droite, je n'ai pas le choix. Ça s'en va à peu près comme ça, à angle droit. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes à même d'aller dessiner le vecteur qui va correspondre à la projection orthogonale. Il est juste là. Donc, ce vecteur-là ici. Puisque le vecteur c'était V, lui, ça sera le vecteur V'. Voilà la projection orthogonale. Je vais peut-être le mettre comme ça, on va mieux le voir. Donc là, j'ai le vecteur V'. Deuxième question, calcule la norme de cette projection. La norme de cette projection. Ben, ça va bien parce que on me donne la norme de V. Donc, je sais que ça, c'est 83, ça ici. Ce qu'il me manque, avec l'exemple qu'on vient de faire tout à l'heure, il me manque cet angle-là ici. Je vous donne une minute pour me déduire cet angle-là. Excellent. Donc, 36 degrés. Ceux qui ne sont pas arrivés là, rapidement, pourquoi 36 degrés? Bien, la suite logique là, de ce que vous auriez dû suivre, c'est de dire, si, première des choses, mon vecteur a une orientation de 300 degrés, ça veut dire qu'il me reste, pour ce bout-là ici, 60 degrés. De la même manière, si l'orientation de la droite est de 156, si je le complétais jusqu'ici, c'est-à-dire ce bout-là ici qui me manque, c'est par rapport à 180. 180 moins 156, il me reste ici 34 degrés. Alors, 34 degrés, jumelé à quoi pour arriver à 60? Bien, 60 moins 34. 24, excusez. 24. 60 moins 24, 36 degrés. Bon, ben là, on a tout ce qu'il faut. Parce que ce qu'on veut faire, nous autres, c'est se limiter à travailler avec cette figure-là qui est ici. Celle-là. C'est là-dedans que je veux travailler. Donc, on va appliquer, comme tout à l'heure, un cos. Alors, je vais écrire cos de 36. Par définition, c'est adjacent, donc, c'est la norme de V' sur l'hypoténuse qui est 83. Donc, la norme du vecteur qui est la projection orthogonale de V, donc V', c'est 83 fois le cos de 36. Que j'ai calculé pour vous, 67,15. Ici, je n'ai pas d'unité, parce que là, je n'ai pas de contexte, on ne m'a pas donné d'unité, donc je garde ça comme ça.